Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec des micros qui fonctionnent, c'est beaucoup mieux. La journée, elle continue sur Radio Anthropocène en direct et en public de la Maison de l'Environnement. Et j'ai le plaisir d'accueillir Théo César et Johan Kumanovic, réalisateurs du film documentaire Ne perdons pas le Nord, projeté ce soir en avant-première au cinéma Lumière Terreau. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce film, il raconte votre aventure de 4 mois à la découverte de ce qui fait la spécificité des pays scandinaves en matière de transition écologique. Vous êtes donc rendu en Suède et en Norvège pour rencontrer les habitants de ces pays et mieux comprendre pourquoi ils sont souvent cités comme avant-gardistes sur les enjeux environnementaux. Et, il faut le dire, le mythe, en réalité, il s'effondre un petit peu et on se rend compte que ils sont pas si exemplaires que ça. Et est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi déjà vous avez choisi ces pays et ce que vous y avez découvert ? Carrément. Écoute, merci Florian pour l'introduction. Alors déjà, peut-être évoquer la raison d'être de ce projet. Donc Théo et moi, on avait vraiment envie de mener un projet de film documentaire qui permette, d'une part, de sensibiliser les citoyens, les citoyennes aux enjeux de transition qui sont très complexes, qui sont parfois difficiles à saisir. Donc on avait envie de délivrer un petit peu des clés de lecture pour permettre aux citoyens de s'en emparer. Mais on avait aussi envie d'inspirer et de fédérer, enfin en tout cas d'inciter les gens à agir à leur échelle, à agir avec les ressources dont ils ont à disposition. Et donc... en ayant cette volonté, on voulait mener un projet inspirant, un projet qui permette de donner des idées, d'actions, de moyens à mettre en place. Et l'idée nous est venue de partir en Suède et en Norvège parce que c'est vrai qu'on a cette idée assez préconçue, et chez nous les premiers, que le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Islande seraient des pays avant-gardistes dans la transition écologique. Et donc en fait, on voulait tout simplement interroger l'idée selon laquelle, cette idée-là, et savoir qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement transposer ici en France, savoir qu'est-ce qu'ils faisaient de mieux que nous, et comprendre pourquoi on ne les suit pas s'ils sont si exemplaires que ça. Et il se trouve qu'en effet, donc on est parti 4 mois en Suède et en Norvège pour interviewer tout un tas d'acteurs passionnants, inspirants. Et on en est revenu du coup avec des tas d'interviews qui nous ont effectivement permis de nuancer cette idée-là parce que la vérité n'est pas toute rose, pas toute verte. Et bien plus nuancée. Donc je ne sais pas Théo si tu veux... Tu me le disais Théo juste avant, mais c'est vrai qu'il a bien le pitch d'intro du film. Du coup, qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce qui vous a frappé en arrivant là-bas ? Déjà, je pense qu'on a un peu déconstruit ou du moins mis des concepts sur ce qu'est la transition écologique, parce qu'en fait, c'est très large et c'est un peu un mot fourre-tout. Et en fait, des transitions, il y en a plusieurs. Et en fait, on a découvert que c'était pas qu'une question d'écologie. Un je pense, des faits marquants, des thèmes marquants du documentaire reste notre rencontre avec le peuple autochtone Sami. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu avant le voyage. Parce que parler de transition énergétique, ça c'était prévu. C'était le projet. Voilà, c'était un peu le projet. Il y a certains sujets qu'on savait qu'on allait en parler et qu'on allait rencontrer des gens pour ça. Mais les Samis, avant de partir, moi je ne connaissais pas l'existence de ce peuple autochtone. Et en tout cas, ça nous a permis de nous rendre compte qu'une transition qui n'est pas juste pour l'ensemble des citoyens, et là, dans le cas précis des Samis, leurs droits d'exister, en fait, qui sont complètement occultés. En fait, ça nous a vraiment fait prendre conscience que je pense qu'on était encore assez jeunes et la dimension sociale aussi est venue... en fait, ça fait une place toute seule au sein du documentaire, là où à la base, ça se voulait peut-être plus vraiment énergie, biodiversité, et pas vraiment cet aspect social, alors que pourtant, il est primordial, évidemment. Donc, Tu dis que vous étiez encore assez jeune. Pour resituer, là, vous avez quel âge ? Vous l'avez fait il y a combien de temps ? Donc, on a 25 ans aujourd'hui. L'idée de ce projet a germé il y a 3 ans. Donc, on avait 22 ans à l'époque. Et vous étiez sur place il y a combien de temps ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc, entre-temps, il y a eu beaucoup de perceptions ou de croyances ont évolué, et un peu la façon dont
on envisage les transitions, quoi. Tu parlais de cette rencontre-là avec les Samis. Effectivement, ce documentaire, quand on le regarde, il y a vraiment deux parties, en fait. Il y a une première partie où on est vraiment sur les enjeux de transition, beaucoup plus techniques. Et d'un seul coup, dans la deuxième partie, on plonge plutôt avec vous une sorte d'expérience un peu existentielle, finalement, où vous découvrez cet environnement et les personnes qui vivent dans ce pays-là. Comment est-ce que vous l'avez pensé? Enfin, du coup, ça s'est imposé à vous, j'ai l'impression. Ça s'est un peu imposé à nous. À vrai dire, bon, on s'était intéressé, on s'était pensé sur le sujet avant de partir ensuite en Norvège. Donc, on savait que ces pays-là étaient faits de contradictions. Donc, on était déjà sûr qu'effectivement, au niveau de la transition énergétique, c'était des pays assez avancés. Ils ont su décarboner leur économie, leur système électrique vraiment de façon avant-gardiste comparé à d'autres pays européens. Ils ont pas mal développé la mobilité douce. Il y a beaucoup de vélos en ville. Les gens se déplacent beaucoup en vélo, en transport en commun, en voiture électrique aussi. Mais on savait aussi qu'il y avait des penchants un peu négatifs liés à tout ça, notamment à la surconsommation. Ouais. Parce que les Suédois, les Norvégiens, les Scandinaves de façon générale ont cette idée que parce que mon économie est décarbonée, parce que mon électricité est décarbonée, donc je vais pouvoir utiliser des ressources à foison sans me poser trop de questions. Je vais pouvoir acheter plein de vêtements, je vais pouvoir acheter plein de produits, plein de biens, prendre l'avion plein de fois parce que de toute façon, mon mix énergétique n'est pas carboné. Sauf que ça, c'est pas vrai. C'est pas une bonne façon de raisonner parce qu'il y a des dommages collatéraux sur, comme disait Théo, les minorités. En parlant des Samis, la biodiversité également. Il y a une grosse industrie forestière en Suède notamment qui se cache derrière le logo d'IKEA. Voilà. Et qui a des conséquences désastreuses sur les écosystèmes, sur les fonctions écologiques de ces écosystèmes-là. L'élevage des saumons pose aussi beaucoup de questions, puisque il y a des élevages de saumons intensifs en Norvège qui, aujourd'hui, ont provoqué l'apparition d'une espèce complètement différente du saumon sauvage parce qu'elle a été trop isolée, parce que ce sont des espèces qui ont développé aussi des maladies. Et donc voilà, il y a plein de questions qui se posent, autres que la question de l'énergie. Et la question du coup des Samis en était une aussi. Donc avant de partir, on avait déjà cette idée, on savait déjà qu'on allait nuancer un peu la vision qu'on en avait. Mais il se trouve que on a creusé d'autres sujets comme celle des Samis qui n'étaient pas du tout prévus. Ouais. Parce que moi, je l'ai vécu un petit peu ce film presque comme une forme de désespoir désespérer de réussir un jour une transition. Parce que quand on regarde ça, on se dit, voilà, la Norvège, la Suède, c'est des pays scandinaves, ils sont très riches. Ils ont réussi sociétalement et politiquement à redistribuer les ressources et les revenus. Et pourtant, même ces pays-là, avec un niveau d'éducation aussi très élevé, même ces pays-là, ils ont du mal à la faire réellement, cette transition-là. En plus de ça, on voit toute cette redistribution, elle est basée sur le pétrole. Il y a un colonialisme vert qui est assez important justement sur les peuples autochtones. Comment est-ce que vous le voyez, vous, finalement, ce documentaire-là? Est-ce que ça vous donne de l'espoir ou finalement vous vous dites, c'est vrai que même si eux n'arrivent pas à le faire, c'est foutu, merde. Ouais. Alors oui, effectivement, eux n'arrivent pas à le faire. Donc a priori, on pourrait se dire, c'est bien triste, mais en fait, pas tant que ça. Parce que la question à se poser pour moi, c'est plus, est-ce que c'est souhaitable d'aller dans la direction où les pays scandinaves se sont dirigés? Et la réponse, à mon sens, si on veut une transition qui soit juste, pertinente et durable, c'est non. Alors, il va falloir étayer. Je veux des arguments maintenant. Parce qu'effectivement, la Norvège, la Suède ont réussi leur transition énergétique, mais ils n'ont pas réussi leur transition écologique au sens large du terme. Parce qu'une transition écologique, c'est passer d'une société A à une société B, avec une société B qui respecte l'ensemble des limites planétaires. C'est pas du tout le cas aujourd'hui de la Suède et de la Norvège. Donc oui, ils ont réussi leur transition énergétique, mais pas leur transition écologique. Donc la question à se poser, c'est est-ce que nous, on veut réussir la transition énergétique comme ils l'ont fait et passer un peu sous le tapis l'ensemble des autres enjeux liés à la transition écologique ou pas? Et à mon sens, la question, c'est non. Et il s'agit vraiment pour moi de réaliser qu'aujourd'hui, le sujet de la transition écologique est avant tout politique. Et qu'il convient de se demander très sérieusement où est-ce qu'on veut aller en tant que société, où est-ce qu'on veut aller collectivement. Se demander qu'est-ce qu'une bonne société, dans quelle société je veux que mes enfants potentiellement grandissent, quels indicateurs mesurer du coup cette société idéale, autre que le PIB, qui aujourd'hui est l'indicateur clé de nos sociétés. Donc oui, pour moi, c'est avant tout un problème politique. C'est vraiment se demander où est-ce qu'on va collectivement. Je pense qu'aussi, il faut revenir sur le fait que la Suède, notamment la Norvège, jusque très récemment, étaient des pays relativement pauvres et qui sont sortis justement de ces sociétés, notamment de pêcheurs,
grâce au pétrole. Enfin, en tout cas, là, je parle vraiment du cas de la Norvège précisément, mais qui a permis de donc, développer les hôpitaux, les écoles, etc. Et donc, il y a eu un peu, c'était dans les années 70, donc un peu cette course effrénée à la consommation qui depuis n'a jamais été remise en question. Là où en France, par exemple, je sais pas, on a l'ADEME qui produit des scénarios, notamment des scénarios avec le concept de sobriété. En tout cas, c'est un sujet qui est abordé de façon structurelle en France. Encore, bon, c'est peut-être pas non plus, ça fait pas tous les gros titres, parce que c'est un mot qui fait peur, je pense. Mais en tout cas, c'est une question qui ne se pose pas là-bas. La question de la sobriété, la question de nos besoins réels ne se pose pas vraiment. Et du coup, on a rencontré un sociologue qui nous parlait de ça et que justement, il n'y a pas de débat public. Ce mot n'existe même pas dans l'espace public, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment cet enjeu-là aussi à mettre un peu, qu'il faut surtout développer chez nous, et où chez eux il y a un manque cruel de débat autour de ça, en tout cas les responsabilités individuelles aussi dans en fait le fait de surconsommer, d'avoir 3 voitures. Donc pour moi je le vois pas vraiment comme un cri de désespoir, je le vois comme il y a encore de trop nombreuses incohérences, et tirons des leçons positives de ce qu'il y a à prendre, mais aussi chez nous on est quand même, je veux dire en France, on est quand même déjà aussi très avancé sur certaines questions, et notamment sur l'aspect social, sobriété, on est quand même plus avancé que eux là-dessus, je trouve. Mais voilà. Tu parlais de questions structurelles. Je me suis aussi interrogé en regardant le film. Au début, du coup, quand on est sur les parties très techniques, on parle justement de comment les structures ont permis, donc structures politiques, sociales, économiques, ont permis cette transition plutôt énergétique. Et on repasse sur un côté beaucoup plus individuel dans la deuxième partie du film, avec presque cette idée des petits gestes, c'est-à-dire chacun doit être économe, etc. Où est-ce que vous vous situez entre la vision politique vraiment de la transition et la vision beaucoup plus individualiste de cette transition-là ? Alors pour moi, les deux vont main dans la main. L'un va pas sans l'autre. Donc c'est une question hyper délicate. C'est dur d'arbitrer entre où est-ce qu'on met les efforts, est-ce qu'on responsabilise les citoyens et les citoyennes à agir à leur échelle avec des petits gestes, ou est-ce qu'on s'attaque à l'État, au gouvernement, aux institutions. Pour moi, il faut faire les deux. D'une part parce que plus il y a de personnes qui font des petits gestes, plus il y a des personnes qui changent leur habitude, leur mode de consommation, plus il y a de signaux qui sont envoyés au gouvernement, qui sont envoyés aux institutions et qui permettent ensuite de mieux aiguiller les décisions politiques pour s'ajuster à la population, à la majorité, au cœur électoral en fait, des différents partis. Donc c'est un signal très fort de se dire aujourd'hui je mange bio, ou aujourd'hui en plus de soutenir du coup des filières qui essaient de faire les choses plus correctement, c'est un signal fort politiquement qu'on envoie. Mais ce n'est absolument pas suffisant. C'est nécessaire, mais insuffisant. Et il s'agit aussi à côté de continuer de nourrir sa citoyenneté, c'est-à-dire de vraiment prendre conscience que l'on est qu'on fait intégralement partie d'un système politique, d'une démocratie, et que l'on a un rôle à jouer, et que notre rôle ne s'astreint pas juste à métro boulot dodo et à nos activités individuelles très égocentrées. Il s'agit aussi peut-être de regarder ce qui se fait autour de nous, de regarder quels collectifs existent, quels collectifs s'engagent, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les enjeux de mon territoire par exemple, pour voir comment on pourrait y contribuer. Et ce, du coup, évidemment, en plus de voter aux élections, aux différentes échéances électorales, notamment du coup les municipales qui arrivent très bientôt. Très bientôt, dans 10 jours. Ouais. Et justement, d'un point de vue politique, parce qu'on le voit pour le coup en France, que ce soit les municipales, mais plus globalement, un durcissement autour de l'écologie, de l'environnement, un backlash, comme on dit régulièrement, un retour en arrière sur beaucoup de mesures, sur les questions écologiques. Est-ce que c'est aussi le cas dans ces pays-là ? En tout cas, la montée des populismes, ça, il y a la Suède et la Norvège n'y échappent pas. Ouais. En Suède, actuellement, c'est un gouvernement. Du coup, c'est un système proportionnel, donc c'est différent. Il y a quand même plus d'alliances que chez nous. Mais en tout cas, en Suède, le parti d'extrême droite est la plus grosse force politique aussi là-bas. Et au moment où nous, on était sur place, je me souviens qu'on avait échangé avec une personne, alors je ne sais plus quel était
en tout cas, c'était du ministère. Ouais, ministère de l'Environnement, ancien ministère de l'Environnement. Il était anciennement au ministère de l'Environnement de la Suède et il était franco-suédois ou en tout cas il parlait français. Donc on avait pu échanger avec lui. Mais on n'avait pas pu le filmer. Donc c'était une conversation juste. Et même. On avait enregistré avec un micro. Ouais, on avait enregistré avec un micro, mais on n'avait pas pu le filmer. Et il nous expliquait que justement, ils avaient aussi gelé des projets en cours et étaient revenus également sur des projets existants ou des initiatives existantes, quoi. Enfin, sur des lignes budgétaires existantes. Oui. Donc, malheureusement, ces pays-là, bien qu'ils aient ce passif de en exemplaire, on est un peu sur la scène internationale vu comme des avant-gardistes. En interne, là, ce qui est en train de se jouer, c'est les mêmes problématiques auxquelles on fait face ici. Donc, c'est tout aussi inquiétant et ça montre qu'on peut faire des avancées spectaculaires, mais qu'il suffit d'une échéance politique pour renverser la vapeur, quoi. Et c'est inquiétant. Yoann, tu voulais réagir ? Simplement en disant qu'effectivement, donc l'extrême droite était accédé. Enfin, je me souviens, du coup, on était en tournage là-bas à partir de mars 2023, entre mars 2023 août 2023, et en septembre 2022, donc quelques mois avant qu'on y aille, l'extrême droite est arrivée au pouvoir, il me semble. Et cette personne-là qui travaillait au ministère de l'Environnement suédois nous avait justement dit que le ministère de l'Environnement avait été supprimé après l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Donc les questions climat, biodiversité, en tout cas liées à la transition écologique, passent aussi en arrière-plan dans ces pays-là. Soulignant qu'effectivement, on n'est jamais... rien n'est acquis, quoi. Rien n'est acquis et il n'y a pas de stabilité politique et de vision long-termiste, même dans les pays suédois et norvégiens au niveau écologique. Ouais. Et vous me disiez tous les deux au début de cet entretien que vous étiez partis dans l'idée de voir un petit peu ce qu'on pouvait récupérer en fait, de ce qui était fait là-bas et qu'on pourrait éventuellement transposer en France. Du coup, en revenant, quelles sont les bonnes idées ? Est-ce qu'il y a eu des bonnes idées, des choses où vous vous êtes dit, tiens, ça, on pourrait le faire quand même en France ? En fait, il y a... Parce qu'on ne le voit pas trop, pardon, dans le documentaire. Ça, pour le coup, vous n'en parlez pas vraiment. Ouais. Donc, vous ne faites pas de comparaison avec la France. Ouais. Non. Je pense que l'idée, c'était d'aller s'inspirer. Mais effectivement, c'est vrai qu'on nous a posé la question aussi, des fois, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait ramener ici en France ? Et c'est vrai que la question est délicate. Encore une fois, il y a cette échelle individuelle et cette échelle politique, structurelle. Il faut dire que déjà, ils ont un territoire différent, que ce soit par leur géographie. Ouais. Ce qui fait que, évidemment, développer de l'hydroélectrique quand on a autant de rivières à disposition et de cours d'eau, évidemment que c'est plus simple, et surtout quand on est 5 millions pour la Norvège sur un territoire de 380 000 km², pardon, et la Suède, on est sur 10 millions, sur plus ou moins l'équivalent. Donc il y a tellement de ressources disponibles et très peu d'étalement urbain qu'il est facile de mettre en place une transition énergétique ambitieuse, si tant est que, encore une fois, créer des réservoirs pour les barrages, on inonde des vallées, on détruit des écosystèmes, on déplace des populations. Il y a eu plein de cas comme ça, ou même encore une fois des Samis qui ont été déplacés dans les années 70-80, justement pour permettre la construction de barrages. Donc même ça, on peut même pas dire que, on peut même pas le vanter. Certes, ok, actuellement c'est très bien, mais il y a un passif, il y a une histoire derrière tout ça. Il y a eu des conflits, il y a des gens qui sont battus. Donc et encore une fois, donc ramener ça en France, oui, on aimerait que la transition énergétique prenne toujours plus d'ampleur, mais et évidemment, après, il y a des questions géopolitiques qui rentrent en jeu. Il y a des systèmes très complexes qui s'entrechoquent et où se situer dans ces systèmes-là et où mettre le curseur. C'est vrai que ça me paraît assez compliqué. Mais je sais pas si... c'est vrai que ça peut paraître un peu déprimant, dit comme ça. Mais en fait, le message clé, c'est vraiment de dire que la transition, c'est extrêmement complexe et que, effectivement, les Suédois et les Norvégiens en sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui grâce à un contexte politique, géographique, culturel très spécifique, et que ce serait aujourd'hui absurde de vouloir calquer le modèle scandinave sur le modèle français, parce qu'on a des contraintes très différentes, des paramètres environnementaux, sociaux très différents. Et en fait, derrière, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que
En fait, il s'agit peut-être d'épouser la diversité de nos territoires, d'épouser la diversité de nos écosystèmes, de nos populations, pour justement réussir à avoir une transition qui est pragmatique. Et qui s'adapte aux contextes locaux, qui s'adapte aux cultures locales, aux populations locales, qui s'adapte aux ressources du territoire local. Donc c'est peut-être ça la leçon, c'est de dire que la Suède et la Norvège font plein de choses très bien, mais on ne peut pas les appliquer directement en France, et heureusement, pas heureusement, mais et c'est normal, c'est parce qu'on a vraiment des pays drastiquement différents, avec des cultures encore une fois différentes, des territoires différents, une population différente, et c'est à nous de nous creuser la tête pour savoir quel est le futur désirable et comment est-ce qu'on... Puis encore une fois, l'aspect social est moi, me paraît primordial. Par exemple, la transition énergétique, même en France, le nombre de cas où d'une implantation d'éoliennes ou de panneaux solaires nuisent soit des agriculteurs, soit des riverains, etc., et qui, du coup, entraînent des conflits. Il faut vraiment se poser la question, déjà, de les inclure avant la construction de ces projets, et réellement, et pas juste faire des consultations publiques où 3 personnes se pointent, et voilà. Mais aussi... Il y a Virginie Chaput qui vient de rentrer dans le studio, qui est spécialiste de la transition énergétique, justement, et qui fait des émissions régulièrement sur ce sujet-là, et qui en fera une juste après vous. Et voilà, et donc ça tombe à pic. Ah non, mais là, ça tombe parfait. Et non, voilà, mais du coup, je pense que le dernier point sur lequel je voulais mettre l'accent, c'était cette dimension sociale, y faire très attention, et la sobriété, encore une fois, me paraît être aussi une voie... prometteuse, si on veut justement, en fait, on se retrouve avec des espaces de plus en plus limités, on veut toujours plus artificialiser, puisque construire des éoliennes, des panneaux solaires, etc., des fermes solaires, ça prend de comment dire, de la place et de la terre encore, de la terre encore non artificialisée, et donc à un moment donné, on va se retrouver avec une problématique de si là on veut passer tout ce qu'on, là si on veut transférer tout ce qu'on a en matière de pétrole, de gaz ou de nucléaire vers des renouvelables, on va avoir un problème de place. Je pense même qu'on se limite. Là, on est face à des contraintes physiques importantes, quoi. Je sais pas, c'est peut-être pas rentrer dans ce sujet-là, mais oui. Mais oui. Non, mais alors c'était un peu la question que je voulais vous poser ensuite. C'était qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne en fait de ce documentaire, mais j'ai l'impression que vous venez un petit peu de nous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter sur nous, c'est vrai que ce qu'on espère, on le disait au début, c'est que l'idée de ce documentaire, c'était de sensibiliser, de porter auprès des citoyens de nombreux sujets, mais aussi d'essayer d'inspirer, d'inciter aussi, d'agir à son échelle, de faire des choses qui ont du sens pour nous. Et on espère que le film sera aussi quelque part un peu autoporteur, c'est-à-dire au travers de ce film-là, on essaie de l'incarner un petit peu aussi. On essaie d'apparaître à l'écran et de montrer quels sont nos questionnements, nos doutes au travers de notre aventure en Suède et en Norvège. Et on souligne aussi très bien qu'on est parti faire un film documentaire sans avoir d'expérience préalable. On est parti réaliser un film documentaire de façon indépendante. Et derrière, le message, c'est peut-être aussi de se dire que qu'on peut faire des choses, en fait, qu'on peut faire des choses, qu'il faut croire en ses projets, qu'il faut croire en sa volonté, en ses aspirations, et ne pas avoir peur de se confronter à des obstacles, parce qu'on avait 1 milliard de raisons de ne pas partir. Au final, on a galéré, mais ça l'a fait, on en est très fiers. Et l'idée, c'est peut-être d'inciter peut-être les gens à croire en leurs idées, en leurs aspirations, en leurs convictions, parce que c'est la voie de l'épanouissement, à mon sens. Et comment on fait quand on a 22 ans, qu'on est étudiant, qu'on se dit tiens, on va faire un documentaire, mais un long métrage, quoi, pas un truc de 20 minutes. En plus, en Suède, il faut partir 4 mois, etc. Comment est-ce qu'on fait ? Ouais, mais moi, je suis d'accord avec Yoann, mais encore une fois, il y a un aspect pour moi qui est important aussi bien qu'on a découvert et qu'on souhaite transmettre, c'est l'aspect collectif aussi, puisque certes on avait une volonté, elle était là, et moi j'ai plein de volontés, mais c'est pas pour ça que j'y arrive. Voilà, exactement. mais on a aussi été entouré, on a eu la chance d'avoir donc des soutiens dès le départ, la ville de Martigues. Là pour le coup, voilà, nous on avait 22 ans, on s'est dit bon, où est-ce qu'on peut aller toquer pour demander des subventions éventuellement pour partir, parce que en soi on n'avait pas les moyens de mener un tel projet à terme. On était étudiants, voilà. Et donc on est allé toquer à la porte en disant voilà, on a ce projet là. On avait monté un pitch, quoi. On avait quand même fait un petit truc, un synopsis, une lettre d'intention. Voilà, c'était quand même
on avait quand même organisé ça de façon à ce que ça soit convaincant. Mais c'était pas du tout votre secteur. Mais c'était pas du tout Pas notre du secteur. tout. Vous n'avez pas fait des études On pour a aller fait dans des ça. études, Non, pas du tout. pas d'études de cinéma on apprécie juste je pense comme la plupart des gens aller regarder des films et des documentaires. Ouais. Certains documentaires qui nous ont beaucoup inspirés, mais je pense à Cyril Dion avec Demain par exemple, mais voilà, en tout cas on a réussi à s'entourer de partenaires qui nous ont permis de donner vie à ce projet. On a bossé avec des monteurs, avec un compositeur aussi qui se sont aussi adaptés en fait à nos ressources, puisque elles étaient limitées, donc on pouvait pas leur promettre dès le départ un certain montant qu'on n'avait pas en fait. Donc on a été cash et je pense qu'on a réussi à s'entourer de personnes qui étaient aussi animées par autre chose que juste peut-être l'argent, et qui étaient aussi animées par le projet en fait, le projet qui leur a bien plu, les valeurs dans lesquelles ils se reconnaissaient. Et donc voilà, ça a été le pilier principal, et aussi bien donc dans la phase de montage, subvention, etc., que sur le terrain, quand on a rencontré des chercheurs, quand on a rencontré des familles qui nous mettaient en lien avec des personnes de façon assez spontanée, quoi. Ah, je connais un tel qui fait ça dans sa ferme, venez le voir. Et du coup, ça a été beaucoup ça aussi. Donc, une part de spontanéité, mais une part aussi, je dirais même principale de l'entourage, quoi. Et ça, même voilà, au quotidien, je pense que c'est quelque chose que... Moi, c'est une valeur qui me tient beaucoup à cœur. Et voilà, la solidarité, en fait, finalement, qui, j'espère, aussi transparaît un peu dans ce film. Donc, voilà avec quoi j'aimerais que les gens repartent. C'est quoi la suite maintenant pour le film, pour vous ? Eh bien déjà ce soir, 20h30, au cinéma Lumière Terreau, on a une projection prévue, notre première projection publique à Lyon, de fait. C'est une avant-première ou c'est... À Lyon, oui. À Lyon. On a déjà fait une projection parisienne, on a fait ça le comble il y a 10 jours. Et donc là, c'est la première à Lyon en public. Après ça, on va essayer de continuer à organiser des projections pour toucher le plus de monde possible. On va essayer de collaborer avec des assos militantes, notamment des ONG, des associations, pour essayer de toucher un public plus large. Collaborer également avec avec des institutions académiques, donc lycées, grandes écoles, universités. Pareil, pour aller chercher des personnes qui se posent aussi ces questions, qui se posent beaucoup de questions, qui sont intéressées par ces sujets, qui ne savent pas trop comment agir, ou qui ne comprennent pas forcément tous les tenants aboutissants de la transition écologique. Et donc voilà, continuer simplement à étendre notre réseau, essayer de toucher le plus de monde possible. On reviendra à Lyon au mois d'avril dans le cadre du festival On the Green Road. Donc on aura une diffusion également prévue à cette occasion-là. Qui se tient ici même, il me semble. Qui se tient ici même, Oui, à la Maison de l'Environnement. Exactement. Et puis dans tous les cas, voilà, toutes les infos relatives à ces événements-là seront publiées sur notre page Instagram, Ne perdons pas le Nord. Ok. Voilà. Donc abonnez-vous pour suivre la suite de l'aventure. Et pour vous, est-ce qu'il y a peut-être un deuxième volet, une suite, quelque chose de près ? Parce que là, vous avez trouvé du boulot tous les deux. Ouais. Vous bossez dans complètement autre chose. Vous pouvez nous raconter rapidement ? Ouais. Vas-y Théo. Moi du coup là je commence très prochainement dans 2 semaines dans une maison de l'environnement également. Voilà. Donc mais plutôt en région parisienne, à Maison Alfort. Moi, pardon, vas-y. Juste, j'allais enchaîner sur la suite. Moi, rapidement, du coup, j'ai réussi à travailler dans le secteur que je voulais. J'ai fait des études d'ingénieur, je me suis spécialisé dans la transition énergétique. Et aujourd'hui, je travaille dans une boîte de conseil dans la décarbonation, notamment. Donc, on intervient auprès d'acteurs publics et privés pour les assister dans leur transition énergétique. Ok. Et donc, avec ça, est-ce qu'on aura le temps de refaire un film ? Je pense que c'est quelque chose qui nous a marqué. Et maintenant, on a aussi rencontré un peu l'écosystème du milieu du cinéma qu'on connaissait pas a priori avant de commencer cette aventure. Donc maintenant on connaît pas mal de personnes qui font des projets très intéressants et qui sont très inspirants aussi. Donc c'est vrai que là un deuxième projet évidemment ça nous parle, hein, on aurait envie. Je pense pas que ce sera dans l'immédiat. Mais voilà, en tout cas, on a envie de faire quelque chose aussi de plus local, avec des enjeux plus locaux, par exemple à Martigues, d'où on vient. Et je pense qu'il y a suffisamment d'enjeux localement en termes de pollution ou d'enjeux climatiques et sociaux pour en faire un bon documentaire. Donc voilà, revenir sur... c'est quelque chose qu'on refera, mais quand je sais pas trop. On sait pas encore. Eh bien, Théo César, Johan Kumanovic, merci beaucoup. Merci Florian. Merci Florian. Vous êtes donc les réalisateurs du film documentaire Ne perdons pas le Nord, qui est projeté ce soir en avant-première au cinéma Lumière Terreau à Lyon. Il reste des places ?
Ouais, il en reste. Ouais. Venez nombreux alors. Rendez-vous ce soir au Cinéma Lumière Terreau. Et la journée, elle continue sur Radio Anthropocène. Tout de suite, les dessous de la transition énergétique, justement, avec Virginie Chaput. Bonne soirée à toutes et à tous. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.